Oui, effectivement, on a beaucoup parlé de financement. On va essayer de parler surtout de quoi on parle en fait. Le Web3, c'est un peu le grand buzzword de cette année avec Metaverse, NFT. Je pense que c'est important un peu de poser les bases, de se dire au-delà du buzz, quels sont vraiment les réels intérêts pour la création, que ce soit des investisseurs ou aussi par les créatifs. Donc déjà, refaire un peu de généalogie et un peu d'historique. On est aujourd'hui à Genève. Et à Genève, il y a 30 ans, on a tendance à oublier, mais c'est ici qu'a été fondé le web, effectivement. Donc Internet, c'est une invention suisse et c'est une invention genevoise. Donc le web, il fonctionne parfaitement bien. On en a des usages. Ça a été la plus grande révolution, on va dire, sociétale depuis son existence. Sauf que le web a une problématique, un problème spécifique qui est l'impossibilité d'unicité numérique. Quand vous envoyez un mail, quand vous envoyez n'importe quelle forme d'information sur Internet, celle-ci est systématiquement répliquée. On copie l'image, on copie la donnée, ce qui a mené à une culture du copier-coller. Ce problème a été réglé pour la toute première fois en 2009 avec évidemment l'invention de la blockchain et évidemment sa mise en place de Bitcoin en 2008-2009. Donc, on est arrivé, Bitcoin a ouvert la voie à ce qu'on appellera aujourd'hui le Web 3. Web 3 qui est donc une nouvelle itération du web basée sur les technologies blockchain. Alors, le Web 3, il fait suite à deux précédentes itérations de ce web-là. Donc, le web 1, qui était le web des années 90, on va dire, où on allait sur Internet uniquement pour consommer de l'information. On allait pour lire, mais on n'allait pas forcément participer sur le réseau. De là, on a vu l'apparition des GAFAM ou des BATX pour leur pendant chinois, où on a commencé à pouvoir éditer et à créer du contenu. C'est le web dans lequel nous nous trouvons toujours, avec évidemment les plus grands groupes au monde. Twitter, Instagram, Facebook, qui eux vont justement capter la donnée et surtout la thésauriser, non pas sur les utilisateurs, mais pour leur propre ego. Donc on voit en fait ce que propose le Web3, c'est de redonner le contrôle aux utilisateurs en disant on va vous redonner le pouvoir de contrôler les données et de redonner le pouvoir sur la création et sur la valeur produite sur Internet. Alors ce Web3, qui est un sorte de grand fourre-tout assez vaste, va, ou du moins peut se définir à travers 5 grandes thématiques ou 5 grandes verticales de développement. Premièrement, c'est évidemment la mise en place d'un système de valeurs, donc une monnaie universelle pour le monde, libérée des gouvernements et de tout instance de contrôle. Donc ça a été les crypto-monnaies avec Bitcoin, évidemment, en 2008-2009. Puis la mise en place d'une économie, c'est ce qu'on a appelé du coup la DeFi, pour la Decentralized Finance, qui va pouvoir irriguer un système de propriété. Et c'est là où on arrive évidemment à cette grande question des NFT. Alors les NFT, si aujourd'hui se conçoivent majoritairement pour 99% de JPEG qui n'ont qu'une très faible utilité, ce qui est parfaitement juste, cela étant, dans les 1% restants, il faut concevoir que là, c'est une capacité à pouvoir capitaliser ou unifier n'importe quelle entité numérique. Un certificat de naissance, une part de marché, une pièce d'identité, un diplôme scolaire, ce qui va évidemment fluidifier l'intégralité des échanges. Ces 3 premières thématiques vont évidemment être gouvernées par ce qu'on va appeler les DAO, Decentralized Autonomous Organization, qui est un système de gouvernance supra-étatique, sur lequel on va voir un exemple, qui évidemment va pouvoir fluidifier toutes les instances de contrôle. Toutes ces parties-là, évidemment dirigées par les DID, pour Decentralized Identifier, qui est la plus grande thématique qu'on aura sur Internet d'ici les 10-15 prochaines années, qui est l'identité numérique. Qu'est-ce que c'est que la mort numérique, l'identité numérique? Est-ce qu'elle est multiple? Est-ce qu'elle est plurielle? C'est un sujet extrêmement complexe qui est déjà étudié depuis plusieurs années, mais qui va vraiment faire ses preuves à travers la question du Web3. Alors, si on devait retenir un peu 2 grands sujets, 2 grands points de ce Web3, c'est évidemment, d'un point de vue, la capacité de la propriété numérique, qui permet de produire des échanges et des actifs numériques et de débloquer toute la question de l'économie circulaire. Alors, on n'a pas le temps de rentrer en détail, mais on pourrait citer par exemple l'entreprise Artefact, qui aujourd'hui capitalise plus sur le marché secondaire que sur la vente de produits directement, ce qui évidemment change toutes les questions écologiques qui est extrêmement primordial.
Et deuxième exemple, c'est l'interopérabilité de comment est-ce que ces données peuvent s'échanger d'un réseau à un autre. Alors là, c'est un sujet à part entière relativement complexe, on ne va pas rentrer dans le détail, mais justement de comment est-ce que les données sur YouTube peuvent s'interopérabiliser avec les données sur Spotify, sur un jeu vidéo qui va venir dans de la musique, et donc tout va hybrider la donnée et la création. Alors, l'art, du coup, dans ce sujet, va devenir complètement proactif. On va voir que d'un point de vue de la création, ça va complètement casser l'intégralité des codes, et que ce qu'on a pu voir l'année dernière, où n'importe quelle petite photo de chat tout mignon était vendue en NFT, ce qui n'avait absolument aucun intérêt à l'époque et ce qui n'en a toujours pas aujourd'hui. Aujourd'hui que le buzz est un peu redescendu, on va pouvoir commencer à étudier des projets ou des propositions extrêmement passionnantes dans leur mise en œuvre et dans ce qu'elles apportent. Donc 3 potentiels primordiales. Première, la question des œuvres collaboratives. On voit ici qu'est Boto, donc qui a été initié par Mario Kligerman, qui définit son projet comme sorte d'artiste autonome décentralisé. Donc là, c'est un peu un tout en un. On va mettre en place une sorte de machine learning avec de la communauté, de la gouvernance pour créer des œuvres collectives vendues aux enchères. Donc comment ça marche ? On se connecte avec un wallet, on va pouvoir dépenser donc, des tokens, donc des monnaies spécifiques pour voter sur les œuvres que l'on préfère, donc qui a été évidemment créée par une IA. Donc la communauté va voter et à travers un processus de diffusion, vont pouvoir par la suite vendre ces œuvres aux enchères dont les gains vont être redistribués à la communauté, pondérés selon le poids de leur vote. Donc on voit que la première question déjà ici, c'est ces œuvres collectives ont une paternité questionnable. Où est l'artiste ? Est-ce qu'elles appartiennent à Kligerman ? Est-ce qu'elles appartiennent évidemment à l'IA ou est-ce qu'elles appartiennent à la communauté ? Sachant que c'est un peu les trois à la fois. Et donc du coup, on a des œuvres avec une propriété partagée et une paternité partagée. Deuxième potentiel, c'est toute la question de la gamification qu'on va trouver à travers la création, avec notamment cet exemple de Lost Poet, développé par l'artiste Pac, donc un très grand proche de Nicolas Assange. Il faudrait évidemment rentrer dans la question de la politisation du Web3, avec notamment la question des cypherpunks. Mais là, on voit que d'une simple collection d'NFT, donc on est encore une fois dans ces JPEG un peu inutiles, ce que propose Pac, c'est bien au-delà de là. Ce qu'il propose, c'est une porte d'accès à une expérience qui va se durer sur plusieurs mois, plusieurs semaines, où il va y avoir une sorte de jeu de piste, une sorte d'investigation, où la communauté va devoir échanger des données, partager entre elles, pour essayer de résoudre cette grande énigme en ligne, pour débloquer des jeux ou une sorte de poésie assez particulière. Donc là, on voit par exemple la mécanique derrière, donc toute l'intégralité du jeu qui a été mis en place derrière cette collection-là. Donc on voit que derrière un simple JPEG, le JPEG en fait nous permet d'accéder, comme le ferait un ticket de cinéma, à une expérience spécifique. Donc quand on voit un JPEG aujourd'hui, c'est comme si on regardait un ticket de cinéma. Ce qu'il faut regarder, c'est non pas le ticket, mais vers quoi, quelle est la porte que nous ouvre ce ticket vers une expérience spécifique. Donc la création du coup n'est plus contemplative, on va juste regarder l'image ou sa définition, mais il va devenir complètement expérientiel. Maintenant, tous les grands projets de NFT sont des choses qu'on va offrir des usages, on va offrir évidemment de l'expérience en disant mais à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qu'est-ce qu'on va vivre avec ces œuvres-là. Et la dernière potentialité, qui est à mon sens la plus intéressante, la question des œuvres politisées. On va prendre un exemple qui est, à mon sens, le plus bel exemple de Web3 et qui est le projet le plus important qui existe aujourd'hui, qui est NanDAO. Donc, encore une fois, ce projet propose la vente aux enchères d'une de ces images qui est parfaitement open source, dont les gains, la vente de ces œuvres. Donc, il faut savoir qu'une de ces œuvres en JPEG coûte à peu près entre 200 et 300 000 $. Donc, on n'est pas du tout dans des sommes anecdotiques, mais que les sommes ne vont pas aller, non pas à l'artiste qui aurait mis en place la plateforme, mais va aller dans une trésorerie. On voit en haut cette trésorerie de 30 000 Ethers. Ce qu'on voit ici, c'est non pas un JPEG, enfin, on voit effectivement un JPEG d'un NFT, mais ce qu'on voit, c'est un droit de vote. Ce NFT, c'est un droit de vote pour contrôler cette même trésorerie qui a été alimentée par la vente de ses propres NFT. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que c'est une communauté, donc c'est une œuvre artistique qui s'apparente à un droit de vote, qui permet de contrôler une cagnotte, une trésorerie qui représente aujourd'hui entre 40 et 60 millions de $, qui permet de faire de la curation, de financer n'importe quel type de projet. On voit par exemple ici les 130 propositions qui ont été votées, donc soit qui ont été en échec ou qui ont été validées. Et parmi une de ces propositions,
on pourrait parler de la proposition 42, qui a été de proposer d'envoyer sans Ether pour la crise humanitaire en Ukraine, en passant par le compte Ethereum d'UNICEF. Donc on voit sur la droite, évidemment, la description de la demande, et que l'intégralité des propriétaires de ce NFT-là ont voté pour, ont approuvé pour envoyer, du coup, sans Ether à la trésorerie d'UNICEF. Là, on est dans un système qui est supra-étatique dans le sens où aucune instance gouvernementale ou étatique dans le monde n'a la capacité technique ou légale d'arrêter un tel système. Donc on voit que quand c'est pour aider la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui est absolument loyable, du moins de notre point de vue européen. Si demain c'est pour financer des actes terroristes, ça l'est tout de suite beaucoup moins. Et dans les deux cas, il n'y aura aucune instance capable d'empêcher ce genre de choses. Donc on se retrouve avec des œuvres hybrides qui deviennent complètement indéfinissables. On va pouvoir citer brièvement la question, par exemple, du gaming, où un même item de jeu vidéo peut s'apparenter à une piste de musique, s'apparenter à une œuvre d'art, s'apparenter à une part sociale d'une entreprise, comme par exemple ce que l'est Board Yacht Ape Club. En conclusion, 4 points. Donc, les NFT, c'est bien plus que des images numériques, même si aujourd'hui, le marché a été drivé par ces images-là pendant un an. Donc, 99% des NFT sont des images, mais 99% des capacités des NFT ne sont bien sûr pas des images. L'hybridation et la paramétrabilité offrent un nouveau terrain d'exploration. C'est extrêmement important. Que le Web3 va permettre évidemment de repenser l'intégralité des modèles économiques traditionnels. On aurait pu parler évidemment du financement participatif avec toute l'idée des ICO qu'on aurait pu parler sur les Initial Coin Offering. Et évidemment, l'œuvre, elle va résider non pas dans le token, mais dans le smart contract. Ça, c'est extrêmement important. On voit que ce n'est pas l'image qu'il faut voir. Il ne faut pas voir ce qui est projeté sur l'écran, mais ce qui se trouve derrière dans le code. C'est là qu'on voit tout l'intérêt, ce qui veut dire que l'artiste de demain ne sera moins un peintre qu'un codeur ou un développeur lui-même. Donc l'enjeu des NFT ne réside pas dans leur transposition du monde physique, ce qu'on a vu en pleine dernière, mais bien dans une approche et une réponse qui est spécifique du numérique. Et c'est là où est toute la complexité de ce travail. Merci.